Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h05 sur Sud Radio, l'heure de vous présenter ce face-à-face avec André Berkov qui reçoit aujourd'hui François-Xavier Carayon qui vient nous voir pour son livre Fonds souverains et entreprises publiques à la conquête de l'Europe, les États prédateurs. Bonjour François-Xavier Carayon. Bonjour. Bonjour. Alors, les États prédateurs. Moi, je voulais qu'on en parle parce qu'effectivement, on s'est dit, allez, on va faire toute l'émission sur les élections. On aura le temps de revenir, d'en parler largement puisque dans 3 semaines, ce sont les élections législatives. Donc, on a absolument tout le temps d'en parler. Maintenant, j'ai lu ce livre, j'ai reçu votre livre, François-Xavier Carayon, et c'est vraiment intéressant parce que vous racontez l'histoire de la fin de l'histoire. Rappelez-vous un peu pour ceux qui étaient déjà nés en 2000, comme ça, c'était Francis Fukuyama qui racontait que c'était fini, le capitalisme libéral avait gagné, le marché avait gagné, c'était le laisser-faire, laisser-aller. Et puis aujourd'hui, ce que vous dites, nous sommes en 2024, mais le paysage a changé, le paysage mondial a changé de façon incroyable. Et aujourd'hui, c'est la victoire, en tout cas, annoncée, déjà existante, déjà incarnée, des fonds souverains et des entreprises publiques. Les États ont repris, en tout cas, en partie le pouvoir, et c'est surtout les États BRICS et compagnie, pas moins les Européens peut-être que les autres. Exactement. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces États-là n'ont pas du retard sur les trajectoires occidentales, européennes, etc. La fin de l'histoire, ça a touché tout le monde. C'est-à-dire que en fait, c'est un peu plus tôt que ça. C'est à partir de la chute du mur de Berlin et puis 1992 pour l'article de Fukuyama. Mais à partir de ce moment-là, on se dit que le marché doit dominer, que l'État est forcément quelque chose d'un peu ringard, son rôle dans l'économie est forcément appelé à reculer. Ça va être vrai donc en Europe, mais c'est vrai aussi en Chine, où il va y avoir des vagues de privatisation massives. Ça va être le cas aussi en Inde, ailleurs en Asie. Donc le phénomène du retour de l'État dans ces pays-là, dans les BRICS, comme vous dites justement, au Moyen-Orient aussi, n'est pas la queue de comète d'un phénomène ancien. C'est au contraire une nouvelle arme qu'ils se sont forgées à partir du début des années 2000 pour l'essentiel. Alors justement, à partir des années 2000, ça s'est passé comment ? Je voudrais qu'on explique un peu ce que sont, d'ailleurs pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un fonds souverain, très exactement, et comment ça fonctionne ? Oui, c'est ça. Le terme peut paraître un peu barbare. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds souverains, c'est des fonds qui sont créés par les États, donc des véhicules d'investissement financiers créés par les États. Alors, ils existent depuis longtemps, les fonds souverains. Historiquement, ils sont nés au Moyen-Orient pour pouvoir utiliser les excédents de la rente pétrolière ou gazière, les rentes d'hydrocarbures, et les réinvestir pour préparer l'avenir, en fait, pour créer une sorte d'épargne intergénérationnelle dans ces pays-là. À partir des années 2000, les fonds souverains qui avaient essaimé un peu partout ont changé de rôle et sont devenus beaucoup plus politiques. J'imagine qu'on va en reparler. Oui, alors justement, parlons-en parce qu'ils ont été utilisés par les États pour leur stratégie économique internationale mondiale. Qui a donné le là ? Ça a commencé comment concrètement ? Je crois que la Chine indéniablement est à la fois l'État prédateur par excellence, en puissance de feu. Le fonds souverain, par exemple, chinois, l'un des 3 plutôt fonds souverains chinois, le CIC, a une puissance de 1300 milliards d'assets de sous-gestion. Donc 1300 milliards de dollars. Donc c'est évidemment considérable. Vous voulez dire que ce sont les sommes dont il a à sa disposition pour... Exactement, pour investir. Alors, il se trouve que historiquement, ces acteurs-là, ils investissaient plutôt de façon domestique, c'est-à-dire sur leur propre territoire, même s'ils investissaient aussi dans des produits financiers très classiques, comme les obligations d'État américaines. Mais c'était vraiment pour des objectifs domestiques, nationaux. Et puis ils ont commencé à investir à l'international de façon croissante. On a vu ça monter, ou plutôt on l'a pas vu ça monter au cours des années 2000 et 2010, si bien que maintenant on peut considérer que les fonds souverains investissent à 70% en dehors de leurs propres frontières. Et ils investissent, dans le fond, ils ciblent 2 types d'actifs. Soit ils ciblent des actifs, c'est-à-dire des entreprises industrielles, et là le but c'est de récupérer des technologies de pointe, des savoir-faire, des expertises. Donc ils achètent ces entreprises. Ils achètent des entreprises. Je peux vous donner un exemple. Parce que dans ce sujet, vous savez, on a toujours l'impression, on a en tête l'affaire Alstom, rachetée par l'américain General Electric. Oui, mais quand même, c'est pas une mince affaire. C'est une affaire centrale, mais disons que
ces investisseurs étrangers, ils investissent pas que dans les cathédrales de l'économie européenne, ils investissent aussi dans les petites églises de campagne, si je puis dire, c'est-à-dire les PME, les ETI, etc. Et ça passe complètement sous les radars. Et pourtant, ça a un impact, surtout de façon agrégée. C'est vrai, par exemple, on va à Bordeaux, à Saint-Émilion, etc. Le nombre de vignobles qui ont été achetés par les Chinois est impressionnant. Exactement. Ouais. Et ça touche malheureusement aussi des secteurs encore plus stratégiques que l'industrie vinicole. Donc, je peux vous donner un exemple, par exemple, dans le Tarn, un endroit qui peut parler à nos auditeurs. Une petite entreprise qui s'appelle FCT, qui est une pépite industrielle, ou qui était une pépite industrielle, spécialisée dans les valves industrielles. Ils avaient un savoir-faire inégalé dans le monde. Ils avaient un carnet de commandes qui était plein au début 2020, au moment du Covid, mais pour des raisons que tout le monde peut bien comprendre, un problème de trésorerie lié à la crise inflationniste et au Covid. Les banques refusent de leur prêter. Un Chinois se présente, un investisseur chinois, en réalité une société immatriculée dans un centre financier offshore. Oui. Derrière cette société offshore, il y a un investisseur chinois. Cet investisseur chinois rachète FCT, l'industriel tarnais. Évidemment, Bercy ne dit rien. Alors, quand les magasins Carrefour sont menacés d'être rachetés, vous savez, par les Canadiens Couche-Tard, là, Bruno Le Maire monte au créneau, comme si, d'une certaine manière, les supermarchés allaient être délocalisés au Canada, ou que le savoir-faire de nos magasiniers allait être volé. Mais là, Bercy ne dit rien dans ce cas de ce petit industriel tarnais. Et 2 ans après, l'investisseur chinois claque la porte. Et on retrouve 200 employés sur le carreau, leur famille sur le carreau, et le savoir-faire parti en Chine. Et donc c'est ça, c'est-à-dire en fait les Chinois ont récupéré la mécanique, comme on le fait, exactement. Et puis les autres. Mais alors justement, comment on laisse faire ça François-Xavier Carayon. Comment il se fait, et ça c'est pas nouveau, hein, c'est pas Macron spécialement, il y a des décennies et des décennies, mais comment ça se fait? Ils ne sont pas entourés, les princes qui nous gouvernent? Comment ça se fait qu'on laisse passer ça? C'est effectivement, j'allais dire c'est un peu mystérieux. Effectivement, ça date pas d'hier, donc c'est pas un phénomène propre à Emmanuel Macron. Tout à fait. Ça fait maintenant une trentaine d'années que le phénomène grandit dans l'ombre. Il y a eu quelques lanceurs d'alerte au début des années 2000. Arnaud Montebourg a été assez courageux dans l'affaire contre Alstom en 2014. À droite, on a aussi des gens comme Olivier Marleix. Donc les quelques lanceurs d'alerte sont assez on peut les retrouver de façon transpartisane. Oui, on les a reçus d'ailleurs, tout à fait. Mais à votre avis, il y a eu quoi? Il y a eu une espèce de négligence, parce que ce qui est très étonnant, vous parlez de l'affaire Alstom, vous parlez de toutes ces affaires, mais je voudrais qu'on revienne. Vous avez commencé par le port du Pirée, le fameux port Grèbe du Pirée, les enfants du Pirée, tout le monde connaît ça, et racheté par les Chinois. Or, effectivement, d'un côté pour la Grèce c'était important, sinon et c'était fichu. Mais au fond, est-ce que c'est une question de puissance économique qui se transforme en puissance politique? Est-ce que c'est ça le rapport entre la politique et l'économie là-dessus, sur ces problèmes-là, des États prédateurs? Le port du Pirée, c'est un exemple très intéressant. C'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des prédations qui étaient de nature économique, c'est-à-dire le but, c'était d'aller chercher nos meilleurs atouts industriels, technologiques. L'exemple que vous prenez avec le port du Pirée, c'est plutôt le type d'investissement qui a une nature géopolitique. C'est-à-dire, en prenant le contrôle de ce port-là, la Chine acquiert une capacité de menace sur cette infrastructure évidemment critique, puisqu'on a une quantité de marchandises qui transitent par les ports. Ce qui est plus intéressant, et ce que j'explique dans le livre, ça a été le résultat de mon enquête, c'est qu'en réalité 14 ports européens sont passés sous pavillon chinois, 14 ports. Donc 14 ports, oui, faut raconter ça. Exactement. Aujourd'hui, à l'heure où on parle. À l'heure où on parle, oui. Un peu partout dans le sud de l'Europe notamment, mais aussi un peu dans le nord de l'Europe. Par exemple, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est Bilbao, c'est Valence, etc., où les terminaux stratégiques ont été rachetés souvent par des entreprises publiques chinoises, pas des entreprises privées, et on pourra aussi revenir là-dessus. Et évidemment, ce qui est important, c'est que c'est pas qu'un investissement financier, c'est-à-dire que dans la majorité de ces cas, pas tous, mais dans la majorité de ces cas, les Chinois ont ensuite placé à la tête de ces entreprises des opérationnels chinois qui étaient parfois passés par le Parti communiste. Et donc ils sont vraiment allés en capacité après d'exercer une menace, peut-être implicite, mais oui, une menace de sabotage, de blocage, etc. Et quand on voit par exemple l'opposition que la France ou l'Europe peut avoir sur la question de Taïwan, entre la Chine et Taïwan, est-ce que demain on sera encore en capacité, ou est-ce qu'aujourd'hui on est déjà en capacité de se lever contre la Chine, par exemple si la Chine envahit Taïwan, alors même qu'un certain nombre de nos infrastructures critiques sont passées sous contrôle chinois? Alors justement, ces entreprises publiques, on en parlait
On va en parler tout de suite après cette petite pause, mais je voudrais qu'on explique cet extraordinaire changement, presque mutation entre, il y avait l'État, effectivement, on disait mais laissez faire le privé et tout ça, et aujourd'hui au contraire, ce sont les entreprises publiques qui reprennent non seulement du poil de la bête, mais qui prennent l'initiative. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Avec vous évidemment 0826 300 300 pour réagir, pour poser toutes vos questions à François-Xavier Carayon qui est notre invité jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On en parle très peu, on n'en parle pas assez. Et ce serait un sujet pour les élections, vraiment. Les États prédateurs. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? François-Xavier Carayon a écrit un livre passionnant là-dessus, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Et alors, vous avez commencé à nous donner des exemples, François-Xavier Carayon, notamment le port du Pirée, des ports d'Europe. Et là, hors antenne, vous nous parlez aussi d'une entreprise pharmaceutique, en tout cas d'une filiale qui est en train, justement, d'être achetée. Ouais, Biogarant, qui est une filiale du laboratoire Servier, est en ce moment courtisée de très près, si je puis dire, par deux groupes indiens qui avaient déjà racheté des entreprises pharmaceutiques à la fois en France et en Allemagne ces dernières années. Biogarant, pour bien comprendre, c'est le leader des médicaments génériques en France. C'est un médicament sur 8. Et c'est l'ibuprofène, que tout le monde connaît bien. Le groupe fait vivre 8500 personnes à travers, avec ses sous-traitants, etc. Mais 8500 personnes en France, juste en France. Ah, en France, et encore 8500 beaucoup, et encore beaucoup plus en Europe. D'accord. Donc il y a vraiment un poids en termes d'emploi national qui est très significatif. Et donc, Biogarant pourrait être acheté par ces investisseurs indiens. Alors, le gouvernement a commencé à dire que peut-être il pourrait s'opposer à un rachat. En réalité, ce qu'on a appris, c'est qu'ils ont repoussé ce qu'on appelle les lettres d'intention, c'est-à-dire le processus de vente. Ils l'ont repoussé à après les élections européennes. Dit-on a priori pour pas créer un peu de choc ou de remous et de faire gonfler un peu plus le Rassemblement national avant les élections. Je suis pas sûr que ça aurait pu être pire, mais bon. Donc ils ont repoussé le processus de vente. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui est quand même assez inquiétante parce que en novembre dernier, le gouvernement, par exemple, Bercy a donné son feu vert au rachat d'autres entreprises pharmaceutiques exactement du même type, comme l'entreprise Cenexi. Et donc aujourd'hui, on se demande si est-ce que le gouvernement va réagir enfin ou pas, sachant qu'on a cet enjeu évidemment en matière d'emploi dont on vient de parler, mais aussi un enjeu stratégique, parce que vous vous rappelez pendant le Covid, on était au début d'une pénurie de paracétamol qui a jamais été complètement jusqu'au bout, puisqu'il y avait des alternatives. Mais Biogarant, dans un certain nombre de cas, pour un certain nombre de ces médicaments, il n'y a pas forcément d'alternative. Donc ça veut dire que demain, si les investisseurs indiens mettent la main sur Biogarant, ils vont évidemment à terme utiliser les principes actifs indiens, c'est-à-dire ils vont faire fabriquer les médicaments en Inde ou ailleurs en Asie, puisque c'est 2 fois moins cher. Bien sûr. Et donc on n'est pas sûr de pouvoir avoir un approvisionnement en cas de pénurie demain, comme ça a été le cas pour le paracétamol. C'est-à-dire que ça ouvre, mais d'ailleurs le paracétamol était déjà en Chine, rappelez-vous, ils sont tout envoyés en Chine. Exactement. On se disait voilà, c'est fini, ça ne sert plus à rien, nous on est dans le tertiaire. Est-ce que ça n'a pas été quand même deux choses, François-Xavier Carayon? Est-ce que ça n'a pas été une espèce de politique qui consistait à dire écoutez, nous, la désindustrialisation, parce que c'est ça aussi le sujet de votre livre, c'est que les États prédateurs nous entourent. C'est pas nous les États prédateurs en ce moment, on l'a été, mais enfin on ne l'est plus pour le moment. Enfin, j'espère, je ne sais pas si il faut que ça change ou pas, mais ces exemples-là, il y en a des centaines d'après ce que vous me dites. Il y en a des centaines. Ce qui est très difficile, c'est pour ça d'une certaine façon que j'ai écrit cette enquête, c'est que les Américains, quand ils attaquent l'Europe, quand ils attaquent les entreprises européennes, dans le fond, ils le font à visage découvert. C'est-à-dire que c'est des entreprises privées, on les voit venir, j'allais dire, de loin. Alors pendant longtemps, on n'a pas réagi, et c'était dramatique. Aujourd'hui, on commence un peu à réagir et c'est trop timide.
Ce qui est nouveau dans le phénomène que j'essaye de mettre en lumière, c'est que les fonds souverains et les entreprises publiques, lorsqu'elles viennent du monde en développement, c'est-à-dire d'Asie, du Moyen-Orient, des émergents, des émergents, exactement, elles le font dans une forme d'opacité. C'est-à-dire que les outils dont je parle, ces investisseurs-là, ils investissent rarement en direct, ils investissent souvent à travers des cascades de sociétés d'investissement. Et si bien que c'est très difficile de savoir qui investit dans nos entreprises, qui est le réel actionnaire. Ces sociétés d'investissement ne donnent pas forcément les origines de leurs fonds, les origines nationales de leurs fonds. Exactement. Et j'ai décrypté plein d'opérations d'investissement où on avait l'impression que une société, par exemple luxembourgeoise ou allemande, rachetait une entreprise française. En réalité, derrière la société luxembourgeoise, il y avait un paradis fiscal. Derrière le paradis fiscal, on retrouvait une entreprise privée chinoise. Derrière l'entreprise privée chinoise, on retrouvait une entreprise publique chinoise. Et derrière l'entreprise publique chinoise, il y a la mainmise du Conseil des affaires de l'État. C'est les poupées russes, quoi. Il y a à double fond, triple fond, quadruple fond. Exactement. Si bien que quand on parle, par exemple, des investissements directs étrangers en Europe, et que le gouvernement, par exemple, présente, les États-Unis ont plus investi en Europe, l'Asie est en recul, etc. La moitié de ces chiffres-là sont faussés, puisqu'en fait, on connaît qui est le dernier investisseur, mais on n'en remonte jamais la pyramide. Et donc, c'est tout un travail d'enquête pour aller comprendre qui investit derrière et surtout quel est son projet. Et dites-moi, qui détient? Il y a personne, alors en fait, ne détient les secrets de la pyramide, parce que tous ne font pas votre enquête. Est-ce que l'État, les responsables de l'État, connaissent les origines, ou au fond non, ils disent bon, tel se présente, on fait, on ne fait pas, on vend, on vend pas? Oui, ils connaissent en partie, c'est-à-dire dans les cas qu'ils ont à traiter, sur lesquels ils essayent d'investiguer pour savoir s'ils vont filtrer, c'est-à-dire bloquer ou pas l'investissement, ils peuvent remonter ces chaînons dans la structure d'investissement. Mais dans de nombreux cas, d'une certaine façon, la sonnette d'alarme n'est pas tirée, puisqu'on ne sait pas que ce sont derrière, il y a un investisseur public chinois, coréen, singapourien, indien, etc. Et donc, d'une certaine façon, Bercy ne fait rien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un dispositif de filtrage en France, qui s'appelle le dispositif IEF, donc qui est logé à Bercy, et qui filtre quand même un certain nombre. Il examine. Pourquoi IEF pour investissement étranger en France. D'accord. Il regarde un certain nombre d'investissements. Là, le bilan est sorti la semaine dernière. Donc, il y a 200 ou 300 investissements qui ont été regardés de près. Mais comme vous dites, c'est faussé, puisqu'on ne connaît pas les origines. C'est faussé pour partie. Et surtout, il y a un certain nombre d'investissements qui ne sont pas scrutés du tout. Parce que le dispositif français, il regarde les investissements qui sont une menace à ce qu'on appelle dans le droit français, donc la défense nationale, l'ordre public ou la sécurité nationale. Donc en clair, une entreprise d'armement, il y aura plus de chances qu'elle soit filtrée. Mais toutes les entreprises, comme celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, les petites pépites industrielles qui sont rachetées, celle du Tarn ou même celle de Biogarant. Exactement. Ces entreprises-là, elles sont pas toujours examinées par les services de Bercy, parce que dans le fond, elles contribuent juste à notre prospérité collective, à notre richesse, à notre emploi, etc. Et donc, elles sont jugées comme non stratégiques par le gouvernement. Très intéressant, on va suivre ça et on va en parler justement, on va parler de votre génération par rapport aux ambitions de vos prédécesseurs. 0826 300 300 pour réagir, pour poser toutes vos questions à François-Xavier Carayon qui est notre invité jusqu'à 14h avec André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et dans tous ces états prédateurs, comme dit François-Xavier Carayon dans un livre qui vient de paraître chez Fayard. Je vais vous citer, justement, au début de votre livre, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites « Le défaut de transparence entretenu par les investisseurs publics, on en parlait, contribue à invisibiliser leur prédation. Mais reconnaissez-le, nous ne sommes pas nous-mêmes, Européens, exempts de toute responsabilité. » Paralysés par notre conception irénique des relations internationales et par la peur de se couper de la manne précieuse des capitaux étrangers, nos dirigeants s'accrochent à tout prix à l'ouverture de nos marchés. Très bien, ouvrez. Il dit alors quoi? Il dit c'est oublier que de nombreux États extra-européens, donc ces États, réussissent à combiner activité et production.
Alors, la faute est-elle aux politiques, aux technocrates? Un peu facile. En France, nous ne pouvons pas ignorer qu'une caste journalistique et intellectuelle, minoritaire dans l'opinion, mais influente auprès des décideurs, s'est transformée en chienne de garde de la mondialisation libérale. Et alors, vous citez notamment, par exemple, l'Express. Il dit, voilà, par exemple, si on dit que, voilà, c'est bien de vouloir quand même savoir un peu ce qui se passe, d'être un peu protectionniste. Alors le mot fait hurler comme un protectionniste, mais enfin l'ouverture au monde est une chance pour la France, et gare aux mauvais coucheurs, car de l'actuel social-nationalisme aux autres combinaisons de ces deux mots, suivez mon regard, le passage est possible. C'est l'Express qui dit ça. Oui, c'est le chantage au fascisme, comme on l'a vu dans... La réduction ad Hitlerum. Exactement, comme on l'a vu dans d'autres domaines. Ce qui est assez dramatique, c'est que ces gens qui, pendant 20 ans, nous ont expliqué que le marché globalisé était formidable, c'était une source d'opportunité pour tout le monde. La mondialisation heureuse, oui. Exactement, cher à Alain Minc. On aimerait que ces gens-là rendent des comptes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit tous qu'ils se sont trompés, on voit tous qu'ils ont laissé grandes ouvertes les portes de l'économie européenne et française. Et ces gens-là paradent encore sur les plateaux. On a Jacques Attali qui disait en novembre dernier sur un plateau de télévision du service public, je crois, que l'Europe était ouverte à toutes les prédations étrangères. Mais on croit rêver. Il nous a écrit l'inverse pendant 20 ans ou 30 ans, et aujourd'hui il semble se réveiller en donnant une énième leçon de sagesse. Mais alors justement, est-ce que cette leçon ne devrait pas être donnée aussi en partie à votre génération, François-Xavier Carayon, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que, bon, énormément, et on peut le comprendre, hein, on n'a pas jeté la pierre, c'est pas un jugement moral, mais que beaucoup, effectivement, tous les bacs plus 5, plus 10, plus 15 se précipitent vers les fusions-acquisitions, vers le droit des affaires, etc., et effectivement travaillent pour des entreprises qui achètent, qui au nom des États prédateurs. Oui, vous avez raison. Dans le fond, la génération de mes grands-parents et peut-être presque jusqu'à la génération de mes parents, les gens qui sortaient des grandes écoles, des formations d'élite, ils partaient dans l'industrie et ils allaient contribuer pas seulement au développement économique national, mais aussi à sa puissance, à sa souveraineté, à son indépendance, que ça soit sur le terrain du numérique, du nucléaire, de l'aéronautique, etc. Ils contribuaient à notre puissance. Et puis il y a eu un changement générationnel à partir des années 80, et c'est devenu plus chic d'une certaine façon de travailler chez McKinsey, chez Morgan Stanley, chez Baker McKenzie, et de participer aux ce qu'on appelle les deals dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire les grandes opérations d'investissement. Les grandes opérations, ouais, exactement. Ouais. Et c'est évidemment parce que c'est plus rémunérateur, mais aussi parce que d'une certaine façon, à mon sens, la bourgeoisie d'affaires, la bourgeoisie économique a perdu une forme de patriotisme. Le patriotisme est devenu ringard, et à l'échelle européenne, il est cosmétique, c'est-à-dire on veut bien s'afficher comme européen de cœur, mais oui, tant que ça tape pas au portefeuille d'une certaine façon. Ça. En fait, on salive européen, mais le portefeuille est bien international et mondialisé. Exactement, et c'est assez dramatique. Alors, d'une certaine façon, c'est aussi un mea culpa de ma part, mais c'était que pendant 10 ans, pendant un peu moins de 10 ans... Vous êtes consultant en stratégie. Exactement. Ouais. Alors, le mot veut pas dire grand-chose, ça veut dire qu'en clair, on accompagne des dirigeants de grandes entreprises dans toutes leurs décisions stratégiques, et au quotidien, malheureusement, quand on travaille pour des entreprises françaises ou européennes, les grands groupes, on essaie de réparer ce qui est encore réparable en optimisant les coûts, les prix, etc. C'est pas toujours très glorieux. Et aussi, on contribue à vendre les bijoux de famille, c'est-à-dire ce qui a encore un peu de valeur. Et malheureusement, ça va plus souvent dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire c'est plutôt vendre des entreprises européennes à l'étranger que l'inverse. Oui, c'est ça. Non, mais vous avez en tout cas la franchise et le courage de le dire. Je trouve que quand même c'est tout à fait étonnant que, encore une fois, on revient aux politiques, que les politiques ne donnent pas, justement, ne rendent pas plus. Il est tout à fait normal que quelqu'un a envie de gagner sa vie et a envie de prospérer, et qu'il ne donne pas, justement, le pouvoir d'attraction et d'attractivité. Et on revient, moi je voudrais quand même que vous me disiez, même si on en a beaucoup parlé, quel est votre sentiment à vous sur l'histoire d'Alstom, sachant que nous rachetons aujourd'hui, que le gouvernement français, enfin l'État français, rachète les turbines Arabelle, qu'il va payer presque le double du prix qu'il a vendu, et que les turbines Arabelle restent sous contrôle américain, quand même. Voilà. Et
Ça vous réagissez comment, vous, François-Xavier Carayon? Oui, il y a une dimension un peu pathétique dans cette affaire. En fait, tous les outils de la guerre économique ont été utilisés dans cette affaire. Alors, reste à savoir si ça a été fait de façon parfaitement coordonnée par le gouvernement américain. Et là, je laisse ça aux spécialistes. Mais en clair, Alstom avait été affaibli financièrement par ce qu'on appelle dans le jargon l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire la capacité des États-Unis à imposer leurs droits et donc à sanctionner financièrement. C'est ça. Alors, pour comprendre pour les auditeurs aussi, dès qu'on agit en dollars, dès qu'on deal en dollars, les Américains ont un droit de poursuite et un droit de surveillance dans n'importe quelle partie du monde. Exactement. Le Department of Justice, le DOJ, peut intervenir. En réalité, c'est même pas seulement quand on deal en dollars, mais c'est aussi s'il y a une filiale du groupe aux États-Unis et plein d'autres conditions comme ça. Donc c'est plutôt ceinture-bretelle, si je puis me permettre l'expression. Ouais. Et de fait, on pourrait se dire un peu naïvement, très bien, l'extraterritorialité du droit américain, ça veut dire qu'il va y avoir une harmonisation juridique, les mêmes normes de bonnes pratiques anticorruption vont être imposées partout. Mais ce qu'on voit, c'est que les États-Unis ont imposé cet outil, à des fins politiques, c'est-à-dire pour déstabiliser des groupes et ensuite les racheter. Alors, on peut pas, ça semblerait complotiste de dire qu'ils l'utilisent pour racheter des groupes. Il se trouve que très régulièrement, cet outil et ces sanctions financières sont utilisées juste avant de racheter des groupes. Donc évidemment, on se pose des questions. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, je crois que ça représente les sanctions 50 milliards en Europe depuis 2010. Donc c'est pas une paille. 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars. C'est quand même pas mal, oui. Oui, et que certains laboratoires ont été d'ailleurs effectivement avec certaines banques. La BNP, Airbus, etc. Les grands fleurons, les grands noms de l'industrie française et européenne. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a, de ce point de vue-là, vous en parlez aussi, est-ce qu'il y a une politique européenne de se prémunir, en tout cas, ou contre les prédateurs, ou au contraire, c'est welcome, open bar et maison de passe? C'est une très bonne question. Alors l'Europe, sur le papier, s'est dotée d'un dispositif de filtrage, mais qui est très fragile à ce stade, c'est-à-dire c'est un partage d'informations entre les différents États membres sur des bases volontaires, c'est-à-dire que l'Italie peut nous dire il y a tel investisseur étranger qui s'intéresse à telle entreprise chez vous ou à telle entreprise chez nous, mais qui a une filiale chez vous dans le sud de la France. Bon, donc ça c'est le dispositif de filtrage. Vous reconnaîtrez que ça paraît assez léger. Ensuite, il y a une jurisprudence européenne qui, pour le coup, a une influence très importante chez nous. Cette jurisprudence, elle dit qu'on n'a pas le droit, en France, comme dans les autres États membres, de se protéger contre les investissements qui menacent nos intérêts économiques. Donc, s'il y a un investissement étranger qui menace notre sécurité nationale, là, on peut se protéger, techniquement. Donc, s'il y a une entreprise d'armement qui est rachetée, on pourrait, en théorie, se protéger. Si c'est une entreprise qui est juste un savoir-faire, la Commission européenne et la jurisprudence communautaire interdit la France de filtrer l'investissement, de bloquer cet investissement-là. Attendez, c'est fondamental ça. C'est-à-dire, par exemple, je vais très loin. Si par exemple un gros fonds souverain, etc., s'intéresse à Michelin, je prends exprès, et Michelin, c'est pas Défense nationale, c'est pas etc. Ils peuvent pas s'opposer, c'est-à-dire. Oui, je pense que Bercy. J'ai pris exprès, évidemment. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus l'entreprise, plus c'est gros et plus c'est visible, plus Bercy pourra dire non, mais là il y a un enjeu de sécurité publique parce que sinon il y aura plus de pneus, j'en sais rien. Ce que je veux dire, on peut toujours trouver une explication. Mais techniquement, dans tous ces secteurs-là, et c'est pour ça en réalité que beaucoup d'entreprises continuent d'être vendues, dans tous les secteurs stratégiques mais qui sont pas liés directement à la sécurité ou à la défense, on peut les opérations sont permises. Et ça, juste un point, c'est important. Au Canada, en Australie, aux États-Unis, on filtre ces investissements-là. C'est-à-dire dans le reste du monde libéral, on s'autorise à se doter de ces protections. Exactement. Pas en Europe, c'est quand même fondamental, c'est hallucinant. En tout cas, ça fait réagir, André, au 0826 300 300. On a Lila qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour. Merci Monsieur Berkoff. Vraiment, grâce à vous, on a des sujets complètement intéressants et différents, et surtout on apprend des choses. Merci. Et qui confirment ce que l'on pense. Oui, moi j'ai plusieurs questions. Ma première question, c'est d'abord pour Biogarant. Ce que j'ai appris, j'étais en train de me dire, mais pourquoi les pauvres pharmaciens ont fait un jour de grève pour informer qu'on risquait d'avoir des pénuries de médicaments? Comment se fait-il qu'on n'a pas eu tous ces médecins qui sont venus sur les plateaux, comme ils l'ont fait pour Pfizer, à part que là, il fallait vendre du produit américain? Pourquoi ils ne sont pas venus sur les plateaux pour dire, voilà, on va être en pénurie, et voilà ce qui se passe pour Biogarant? Pourquoi est-ce qu'on n'éduque pas les Français, ou on n'informe pas les Français
Français, les journalistes ne font pas leur travail. Un exemple, pourquoi est-ce que par exemple on ne dit que pas les Français à avoir cette culture au lieu de penser qu'à leur assurance vie, d'investir dans des entreprises locales qui pourraient être aidées et notamment la jeune génération, l'éduquer à tout ça, et surtout que ça va coûter cher parce que si la technologie, si le savoir-faire s'en va, arrivé à un moment, si on en a besoin à nouveau, il faudra repayer, alors que ça a été en France que les années de recherche qui ont été faites. Et une chose que je dis à des tas de gens depuis des années, quand les Chinois, excusez-moi, je parle des Chinois, quand les Chinois investissent, au départ, eux, ils se contentent, un peu comme pour l'Afghanistan, attendre que tout le monde fait le boulot et après, eux viennent récolter. Donc après, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont nuisibles, parce qu'après, ils installent des personnes de la population chinoise qui remplacent les emplois. Alors que, vous comprenez, donc c'est une perte qui est double, triple. Ok, Lila, merci. François-Xavier. Je pense qu'effectivement, les gens en France, en Europe, se rendent pas toujours compte. Et vous avez raison, il y a un problème de compréhension de ces enjeux-là. Alors, on va pas culpabiliser les honorables citoyens. C'est-à-dire que c'est des sujets techniques. Et la responsabilité, c'est évidemment celle de nos élites politiques, intellectuelles, de nous donner la bonne grille de lecture et de nous éclairer sur les dangers. Le problème, c'est que, dans le fond, ces sujets-là, ils ont été méprisés pendant 30 ans. Moi, au moment où j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, cette thèse, la thèse qui est un peu la thèse d'Arnaud Montebourg, défendue il y a une dizaine d'années. Cette thèse, elle est ringarde et elle est intellectuellement pas très valorisante. On se dit, attention, méfiez-vous, vous vous rendez pas compte. Vous allez faire du patriotisme et du souverainisme. Exactement. Encore. Et dans le monde économique, vous voyez, dans les banques d'affaires, les cabinets d'avocats, etc., ça fait pas très chic de s'intéresser à ces sujets-là. Vous voyez, c'est pas pro-business, comme on dit. Ouais. Et donc les gens osent peu tirer la sonnette d'alarme, je crois. Et effectivement, les gens sont pas informés derrière des menaces potentielles. Alors, il faut pas penser que tous les investissements étrangers sont des menaces en soi. Non, on a besoin des capitaux étrangers, il faut pas se tromper. On a besoin aussi de se doter des moyens d'arbitrer entre les investissements qui nous profitent et ceux qui nous appauvrissent ou nous asservissent. C'est pas la même chose. Je crois que non, c'est frappé au coin du bon sens. Esteban. Philippe nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, monsieur Carayon, bonjour. Oui, alors j'aimerais juste un premier temps apporter un petit témoignage et une question. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, la société Cabanon, dans le Vaucluse, était une coop qui était spécialisée dans la transformation de tomates. Ouais. Elle a été rachetée en 2004 par une société chinoise. Alors, figurez-vous, drôle ou pas drôle, on le prend comme on le veut, c'était dirigé par un colonel ou lieutenant-colonel de l'armée chinoise. Et ça, c'est vrai. Hein. Ouais. Alors, il s'était engagé à garantir une production, enfin, avec les producteurs locaux de 60 000 tonnes. Ça s'est jamais fait. Résultat, en 2012, ils ont pris leurs claques et leurs affaires. Ils sont partis transformer le concentré, parce que c'était du concentré de tomates, en Asie. Pour retour en France et en Europe. Alors moi, j'aimerais poser une question à M. Carayon. Pourquoi y a-t-il plus de grands ministres, ou plutôt de grands ministères au plan, comme sous le général de Gaulle? Parce que bon, il y a la Startup Nation, mais bon, encore faut-il savoir distinguer entre un marteau et un clou, et un marteau à débosser. Pourquoi effectivement les grands ministères, enfin je ne sais pas si c'est le plan François-Xavier Carayon, mais effectivement, d'ailleurs vous avez raconté, effectivement c'était des sociétés qui ont été rachetées, ils prennent le savoir-faire et ils s'en vont. C'est ce que vient de raconter notre ami. Techniquement, il y a un commissaire au plan, je crois que c'est François Bayrou. Oui. Alors bon, effectivement, il n'a pas l'air de mettre ces sujets-là au centre de ses préoccupations. Pourquoi dans la classe politique il n'y a pas une conscience plus fine de ces enjeux? Je pense que c'est un problème culturel et idéologique. Il y a toute une génération, pardon André, mais votre génération qui était moins intéressée par ces problèmes-là. Je crois, mais et à tort. Il faut la remettre en perspective, c'est-à-dire que je pense que le cadre idéologique dans lequel vous avez grandi, c'est aussi celui de la fin de la guerre froide, c'est-à-dire l'affrontement contre les soviétiques, et donc le libéralisme était vu aussi comme le contrepoint naturel face aux soviétiques. Et le problème, c'est qu'il faut tourner une nouvelle page, c'est de se dire en fait le marché n'est pas qu'un vecteur d'opportunité, c'est un vecteur d'opportunité, mais c'est aussi potentiellement un vecteur de menace. Et donc et se mène sur ce marché-là une vraie guerre économique. Nous, il faut être en capacité de lutter à armes égales, évidemment, face aux autres nations rivales.
On va marquer une toute petite pause sur Sud Radio. On revient dans un instant, puis vous aurez la parole évidemment. 0826 300 300. Nous sommes avec François-Xavier Carayon jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toujours avec André Berkov et François-Xavier Carayon qui vient nous voir pour son livre Les États prédateurs, fonds souverains et entreprises publiques à la conquête de l'Europe. C'est publié aux éditions Fayard et nous avons Mohamed qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Mohamed. Bonjour à vous. Bonjour. On vous écoute Mohamed. La notion de haute trahison, il me semble qu'elle a été supprimée sous l'ère Sarkozy par une procédure de destitution. Donc aujourd'hui, un ministre ou quelqu'un du gouvernement ou de la haute administration n'est plus, on peut vraiment plus l'accuser de haute trahison. Et ça, déjà, ça me pose vraiment un problème en termes de responsabilité. Oui, vous voulez dire qu'on ne peut plus sanctionner, mais c'est un vrai problème, c'est vrai, même Mohamed le pose. C'est vrai qu'il y a un problème, alors sans parler de corruption, etc. Mais encore une fois, cette vigilance qui est, encore une fois, on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle de quelque chose qui a commencé. D'ailleurs, comme par hasard, vous dites qu'il y a 40 ans, à peu près l'époque Mitterrand. C'est comme par hasard, mais enfin bon, passons. Mais effectivement, est-ce qu'il y a après des sanctions? Moi, on va pas revenir sur Alstom, et Dieu sait s'il y aurait d'autres, Alcatel et autre chose à dire, mais est-ce que quand même qu'il y a eu, à votre connaissance, des sanctions prises, par exemple, quand on a laissé passer quelque chose qui aurait dû rester, je parle pas spécialement de défense, évidemment, de sécurité publique, qui aurait dû rester dans le giron national. Ouais. Non, les grandes opérations que tout le monde a connues, dont tout le monde a pu entendre parler, vous savez, c'est Alcatel, Péchinet, Lafarge, Alstom, etc. À ma connaissance, sur chacun de ces sujets-là, il y a jamais eu de sanctions. Après, je serais peut-être un peu moins dur que vous, Mohamed, sur la haute trahison. Je pense que la responsabilité est très partagée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est très importante. Il faut mettre le doigt dessus, peut-être brutalement même. Mais la responsabilité est partagée entre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire entre les politiques, bien sûr, mais aussi entre les journalistes qui font pas le travail nécessaire. Pardon André, mais vous faites pas partie de cette caste, mais qui font pas le travail nécessaire pour éclairer les citoyens sur les menaces qui nous guettent. Et puis les intellectuels aussi. Tout à l'heure on citait Jacques Attali et Alain Minc. Et puis enfin les élites économiques, celles auxquelles j'appartiens moi dans mon métier en tout cas, et qui continuent de collaborer. Le mot est un peu fâcheux, mais qui continuent en tout cas de contribuer à ce processus sans tirer la sonnette d'alarme. Voilà, le mot est un peu fâcheux, mais pas facho. Voilà la nuance. On remercie Mohamed et on accueille Jean-Paul qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour. C'est toujours avec plaisir que je vous écoute. Je voudrais parler de 2 ou 3 exemples. Bon, Péchinet dans les Pyrénées avec son usine d'aluminium de haute pureté, enfin de haute qualité, qui a été rachetée par les Chinois et qui est en train de fermer petit à petit. Donc ça fait un transfert de technologie. Ouais. Je voudrais parler aussi de l'Iran, où Peugeot a été obligé d'abandonner l'Iran. Et donc, comme par hasard, les usines Peugeot en Iran ont été reprises quelques mois après par Ford. Donc, Peugeot a été obligé de partir sous peine de sanctions de millions, de milliards de dollars d'amende. Oui. Et le 3e exemple, vous aviez un... Et donc, un 3e exemple, vous en avez déjà parlé, c'est Biogarant. Donc, il est probable que Macron, quand il est allé négocier donc les achats d'avions, les achats de Rafale supplémentaires par l'Inde, donc a négocié aussi tout un tas d'opérations plus ou moins douteuses. Et là, on parle. Moi, je parlerai aussi. Non, on ne sait pas. Non, mais on peut le penser. J'hésite pas à parler moi de haute trahison et même de corruption. Je pense qu'il y a des gens qui ont des comptes offshore qui sont grassement alimentés.
Il y a des comptes offshore, François-Xavier Carayon. Chez nos responsables politiques, j'en sais rien, naturellement. Mais non, je pense que ce qui est important, merci de donner des exemples supplémentaires. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le fait d'États voyous. Vous voyez, on parle pas que c'est pas que des investissements, par exemple, qui viennent de Chine. Le modèle chinois, c'est cette sorte de capitalisme d'État, de conquête, parti à la conquête des marchés internationaux. Il est en train de se diffuser un peu partout en Asie. On retrouve les mêmes outils, en fait, techniques que je décris maintenant se développer en Corée du Sud, en Inde, y compris à Singapour, considéré comme le pays le plus libéral au monde, qui s'est doté des mêmes outils. Alors, il utilise souvent ces outils-là à des fins tout à fait classiques, hein, de maximisation du rendement financier, comme on dit, c'est-à-dire à des fins financières. Mais là aussi, ils utilisent ces outils pour construire leur puissance. Et quand ils construisent notre puissance, ils créent notre impuissance. Oui, c'est ça. Enfin, c'est une belle métaphore, mais effectivement, on peut se poser des questions. Mais vous revenez à une question de formation et effectivement de pédagogie, parce qu'on ne connaît pas. C'est un domaine qu'on n'aborde pas. Vous voyez, dès qu'on parle d'élections, etc., on parle d'un certain nombre de choses, très bien. Et puis là, qui est quand même très important, parce que ça signifie des emplois, ça signifie des richesses économiques, ça signifie tout cela. C'est pour ça que quand vous parlez des États prédateurs, et c'est pour ça que je renvoie au livre de François-Xavier Carayon, parce que il n'y a pas de morale en économie. C'est les intérêts. D'ailleurs, De Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Exactement. On redécouvre que les logiques de force, les logiques de puissance sont au cœur de la mondialisation. On l'avait oublié. Oui. Mais vous savez, en écoutant là les différents auditeurs, et c'est très intéressant d'avoir leur témoignage, je suis presque en train de changer d'avis. Est-ce que c'est les citoyens qui méritent d'être mieux éduqués, ou est-ce que c'est les responsables politiques qui méritent d'être mieux éduqués? Parce que vous voyez, tout le monde a conscience autour de soi, voit des industries partir la nuit discrètement comme ça. Les citoyens sont beaucoup plus au courant qu'on ne croit. Manifestement. Sauf que les citoyens n'ont pas le pouvoir. Tout à fait. That is the question. Merci François-Xavier Carayon. Merci François-Xavier Carayon d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Les États prédateurs, fonds souverains et entreprises publiques à la conquête de l'Europe. C'est aux éditions Fayard. C'est sorti depuis le 29 mai dernier. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain entre 12h et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.